Le surtourisme au programme de notre débat avec Benoît Parot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du département mobilité, tourisme et loisirs chez Opinionway. Avec nous en duplex également Jean Pinard. Bonjour, vous êtes consultant en progrès touristique, président de Futourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié il y a quelques semaines, c'est au mois de septembre, une étude sur les Français, le surtourisme. C'est une sorte de baromètre, hein, si je comprends bien, qui se renouvelle depuis quelques années. Peut-être la leçon principale pour commencer. La leçon principale, c'est que la perception de la surfréquentation est très importante aujourd'hui quand on interroge les Français qui ont vécu, qui sont partis en vacances durant le mois de juin, juillet, août et première quinzaine de septembre. D'accord. En fait, dans notre baromètre, on a cette année, au mois de septembre, intégré une question sur, effectivement, est-ce que vous avez été exposé à la surfréquentation quand vous visitez un lieu touristique? Et la réponse est assez cinglante, puisque 53% des Français ayant visité un lieu touristique au cours de l'été 2024 déclarent effectivement avoir été confrontés à cette surfréquentation. Alors, le problème d'être exposé à la surfréquentation n'est pas un problème en soi, sauf que elle l'est. Pourquoi ? Parce que 2/3 de ces Français ayant été exposés à la surfréquentation se déclarent avoir été gênés par la foule, par le trop de monde, et on voit bien qu'elle dégrade de façon relativement importante l'expérience de visite, en fait. Ouais. Ça veut dire que l'argument environnemental, dont on va beaucoup parler dans ce débat, il est peut-être présent, mais il se double de l'expérience moins sympa, quoi, au fond. Exactement. Pendant très longtemps, on a associé le surtourisme à la problématique environnementale. Elle est présente, elle est importante, et on sait également que, par exemple, dans les calanques, à Marseille, ils ont instauré un système de quotas justement pour protéger aussi ces lieux touristiques naturels. Mais au-delà de ça, elle se double, vous avez tout à fait raison, d'une mauvaise expérience du point de vue des touristes, et le plaisir de découvrir des lieux touristiques par nature un peu exceptionnels, qu'ils soient naturels, des monuments ou des villes par exemple, est en train de se dégrader. Donc c'est pour ça que le chiffre est très présent et beaucoup plus fort cette année que lors des autres vagues. J'en veux pour preuve que cette année, 17% des personnes ayant été confrontées à la surfréquentation du tourisme déclarent avoir préféré refuser et fait demi-tour. Ils sont rentrés chez eux dans leur lieu de villégiature. On avait prévu ce chiffre, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, on va le voir, 17% des visiteurs confrontés qui ont décidé d'annuler leur visite, c'est la progression. Absolument. C'est 8 points de plus par rapport à l'an dernier. Absolument. Cette proportion a doublé par rapport à l'année dernière. On était à 9% l'année dernière, on passe cette année à 17%. Donc on voit bien que le phénomène prend de l'ampleur et c'est quand même, il me semble, des chiffres qui doivent interpeller les professionnels du tourisme aujourd'hui. Jean Pinard, je reviens vers vous une première fois. Vous disiez dans une tribune publiée dans Le Monde, c'était je crois au mois de septembre dernier justement, que cette notion de surtourisme, elle pouvait parfois relever du mépris de classe. Expliquez-nous. Oui, parce que ceux qui l'ont abordé, alors je ne parle pas de l'étude qui vient d'être faite, mais souvent ceux qui commentent le surtourisme sont des gens qui auraient envie de passer des vacances là où les autres ne le passent pas. Moi, l'étude qui vient d'être faite, quand les gens disent voilà, on est victime du surtourisme, ils en sont acteurs. Ils sont acteurs du surtourisme. C'est pas un phénomène nouveau. Le phénomène nouveau, c'est qu'il y a moins de tolérance par rapport au fait qu'il y a du monde là où on vient passer ses vacances, il y a du monde sur les endroits qu'on visite. Mais moi, ce que je constate, c'est que sur ces 5 dernières années, puisqu'on va reprendre jusqu'à la crise de la Covid, la fréquentation touristique française, elle n'a quasiment pas bougé. Ouais. Et au niveau mondial, c'est un secteur émetteur de gaz à effet de serre et plutôt en progression. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean Pinard ? Ça, c'est clair que le tourisme est le mauvais élève de l'économie, d'une manière générale. C'est la filière qui a fait le moins d'efforts. C'est la filière qui continue à faire progresser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est assez dramatique de ce point de vue-là. Alors il y a des causes qui sont purement démographiques, il y a de plus en plus d'habitants dans le monde, donc il y a de plus en plus de gens qui font du tourisme. Et puis il y a l'idée qu'il faut toujours se déplacer plus loin et surtout plus rapidement. Donc ce qui n'est pas durable dans le tourisme, c'est le transport. Et ce qui n'est pas durable dans le transport, c'est l'avion. Or, comme les vols à vocation touristique ne font que progresser, on est loin d'avoir réglé le problème
du tourisme durable. Ouais. Avec, je reste avec vous, Jean-Pierre, une question. La France reste la première destination touristique mondiale, donc bon, voilà quoi. Comment et on va commencer à parler des solutions. Comment prendre en main cette problématique du surtourisme sans se tirer une balle dans le pied. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, sur le sujet du durable, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas. Alors je sais que le en même temps est un terme très à la mode. Enfin, un peu moins maintenant, hein, quand même, mais bon, bref. Un peu moins maintenant, mais bon, en tout cas, on ne peut pas être en même temps la première destination mondiale en termes de fréquentation et en même temps la première destination durable, puisque c'est un des objectifs assignés à l'économie touristique. On ne peut pas le faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Moi, je regrette que voilà, on n'ait jamais validé un certain nombre d'objectifs, qu'on n'ait jamais fait finalement une sorte de COP tourisme qui aurait permis de dire ce qu'on ne veut plus faire ou en tout cas ce qu'on veut faire baisser. Ce qui est sûr, c'est que plus on accueille de monde, plus on va être confronté à des problèmes de surtourisme. Mais je le redis, il n'y a pas d'augmentation de fréquentation notoire. Mais j'ai envie de dire pour une image un peu rigolote, mais moi, si je sors faire mes courses aujourd'hui dans les magasins pour acheter mes cadeaux de Noël, je vais me plaindre qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est la période qui veut ça. Donc, au mois d'août, oui, il y a beaucoup de monde qui part en vacances parce que les entreprises sont fermées, parce que c'est les vacances scolaires, et puis parce qu'il fait beau, tout simplement. On sera capable de faire changer les saisons et d'avoir une mer à 25 degrés au mois de novembre, il y aura plus de monde sur la plage au mois de novembre. Donc, j'ai envie de dire... Bon, je reprends la main. On s'en plaint, Jean Pinard, et on y participe. C'est effectivement ce paradoxe. Alors, ce qui est intéressant, Benoît Parot, dans votre étude, c'est à quel point les Français sont prêts à modifier éventuellement leurs habitudes. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, Thomas. C'est aussi ça qui est intéressant cette année. C'est déjà en 2022-2023, on voyait dans notre baromètre que les Français étaient prêts à faire des efforts, justement, pour ne pas renoncer aussi au tourisme. D'ailleurs, dans les arbitrages, le poste de tourisme et des vacances est celui où il y a des arbitrages au dernier moment. C'est vraiment le dernier poste qu'on touche quand on doit faire des arbitrages financiers. Et là, ce qui est intéressant dans notre enquête cette année, c'est que justement, les Français sont en faveur de mettre en place, de déployer des solutions dans la gestion d'aménagement et dans l'anticipation en fait de cette fréquentation des lieux touristiques. On en veut pour preuve différents résultats. Par exemple, 89% des Français sont favorables à la mise en place d'horaires élargis au niveau des ouvertures des lieux touristiques. Alors, effectivement, l'idée, c'est de venir un peu plus... un peu plus tôt le matin, un peu plus tard le soir. Un petit peu la fréquentation dans la journée, d'avoir la possibilité de venir un peu plus tôt, de venir un peu plus tard. Donc on voit déjà, première action relativement simple, entre guillemets, à mettre en place et concrète, les Français adhèrent massivement à cette solution. Autre élément, 87% sont également favorables à l'idée de circuits alternatifs au niveau touristique. Alors, c'est des choses qui sont déjà mises en pratique dans un certain nombre de régions touristiques, mais pour autant, peut-être qu'elles ne sont pas assez mises en avant pour permettre justement à des gens pour lesquels le ressenti de la surfréquentation devient aussi un peu plus intolérable. Alors, en fait. on va prendre d'autres chiffres, mais là-dessus, Jean Pinard, je reviens vers vous, parce que les circuits alternatifs, c'est très bien, mais tout le monde voudra toujours visiter le Mont-Saint-Michel, même si la région propose plein d'autres sites et villages qui sont magnifiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'ambiguïté, c'est qu'en fait, dans cette problématique telle qu'elle est posée aujourd'hui sur le surtourisme, c'est qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait des endroits qui soient réservés à des gens qui auraient les codes et la culture pour visiter les sites les plus emblématiques, et ceux qui n'auraient pas les codes devront se contenter d'autre chose. Moi, c'est pour ça que je parle de mépris de classe, parce que finalement, c'est un peu vers ça que l'on va. Donc oui, on a envie de visiter ce qui est connu, mais on a envie de visiter ce qui est beau. Alors, juste sur cet exemple du Mont-Saint-Michel, la problématique de la surfréquentation du Mont-Saint-Michel, c'est quoi ? C'est 4 week-ends par an. C'est au mois de mai, quand il commence à faire beau, qu'on sort de chez soi et qu'on dit, tiens, et si on allait visiter ou revisiter le Mont-Saint-Michel ? Donc moi je pense qu'il faut être un peu prudent et un peu modéré sur ce sujet du surtourisme, même si, sur la question des horaires, et les 80% de Français qui voudraient qu'on élargisse les horaires, si vous ouvrez le Louvre le mardi, vous donnez une capacité de fréquentation de 16% supplémentaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce que c'est ouvert 6 jours sur 7. Donc effectivement, ouvrir 7 jours sur 7 les musées,
ne plus fermer le mardi, ouvrir de 8h le matin, mais surtout fermer à 22h, voire à 23h, des sites aussi emblématiques que le Louvre, c'est une première réponse et moi, me semble assez facile à mettre en œuvre. Il y a d'autres solutions. Je vais donner les chiffres. Bien sûr, allez-y. Parce que ça ouvre la question du prix. Je trouve ça intéressant. 79% favorables à la mise en place de tarifs modulés selon les saisons. 72% favorables à l'interdiction de la visite sur certaines périodes de l'année, là c'est coercitif. Absolument. Et 69% favorables au système de quotas. Il y a une question qui rejoint l'idée de mes prix de classe, c'est la sélection par le prix. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, on peut se dire, mais mettons des tarifs tellement chers que plus personne, moins de gens pourront se le payer, quoi. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de mépris de classe. Pourquoi? Parce que l'enquête montre que toutes les solutions que nous avons testées sont partagées par globalement tous les Français. Qu'ils soient de classe sociale aisée, qu'ils soient de classe sociale, on va dire, avec un peu plus de difficultés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient un peu plus âgés, quel que soit le genre, quelle que soit leur région d'habitation. Les réponses sont assez équilibrées. Et c'est ça qui est fort, si vous voulez, c'est que finalement, l'ensemble de la grande majorité des Français, quel que soit leur profil, attendent justement des solutions de régulation par rapport à ce type de soucis et de surfréquentation. Mais quand on parle de quotas, il y a toujours, quand on fait des études comme ça, c'est-à-dire qu'on dit bon oui, super, c'est un bon principe, sauf le jour où on y est confronté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sauf que si vous voulez, il y a aussi une pratique de plus en plus régulière maintenant qui consiste à réserver pour pouvoir accéder. Vous prenez l'exemple du musée d'Orsay, par exemple. Ma femme, hier soir, elle est voir l'exposition, voilà, la fameuse exposition qui est en ce moment, elle a forcément réservé. Et c'est une démarche qui est aujourd'hui très habituelle. Qui est dans toute notre façon de consommer, on a de plus en plus l'habitude de réserver en avance pour pouvoir accéder à quelque chose. Et donc, cette nécessité de mettre en place des quotas, de réserver, n'est plus un frein majeur aujourd'hui dans l'organisation de ces vacances. On planifie finalement, on planifie pour prendre le train, on planifie pour prendre l'avion, on va planifier aussi ces visites des lieux touristiques. Alors, il y a juste un dernier mot, oui, c'est que quand même, on voit qu'il y a une petite séparation entre les moins de 50 ans et les personnes un peu plus seniors. Les personnes un peu plus seniors de plus de 50 ans sont un peu moins prêtes à faire des efforts et appellent un peu moins à la mise en place de solutions. Voilà, c'était le seul élément un peu distinctif. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.